James William Bagidi, bonjour. Bonjour votre Cléa Benotin, bonjour nos amis téléspectateurs et auditeurs. Les clés du monde, Suède Télévision et Diaspora FM, Corée du Nord, tir de missiles balistiques intercontinental. La menace se rapproche des États-Unis d'Amérique. C'est le thème que nous abordons dans ce programme. Un cadeau aux salauds d'Américains. C'est ainsi que le président nord-coréen Kim Jong-un a présenté le tir de missiles balistiques intercontinental présumé effectué par son armée ce 4 juillet 2017, jour de la fête nationale américaine. James William Bagidi, commencez par nous expliquer les origines de l'antagonisme entre les États-Unis d'Amérique et la Corée du Nord. Alors, vous nous envoyez là vraiment très loin dans l'histoire. Vous nous envoyez dans l'histoire de la guerre froide. Tout commence, je dirais, peut-être avec l'invasion de la Corée, de la péninsule coréenne par le Japon au cours de la Deuxième Guerre mondiale. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le Japon est vaincu, mais avant la défaite du Japon, il aura fallu l'usage de la bombe atomique, il aura fallu une alliance stratégique entre les États-Unis d'Amérique et l'Union des républiques socialistes soviétiques, sans compter les autres alliés qu'on a connus en Europe. Un peu partout donc sur la planète, les territoires libérés de l'Allemagne, du Japon, de l'Italie sont partagés entre les grands vainqueurs que sont donc les Américains et les Soviétiques. C'est ainsi que la Corée, la péninsule coréenne, est partagée entre les Américains au sud et les Soviétiques au nord, les Soviétiques et les Chinois. D'ailleurs, quand on voit sur la carte, on voit bien que la Corée du Nord est voisine du Japon. La Corée, en général, la Corée est voisine du Japon. La Corée du Nord, plus proche, pardon, de la Chine, plus proche de la Chine que le reste des autres États. Donc, on constate effectivement que ce territoire voisin donc de la Chine, pays lui-même devenu communiste, va devenir communiste. D'abord, comme je l'ai dit, occupé par les Soviétiques. Les Soviétiques, au moment de partir, vont céder le pouvoir à un gouvernement qui est sensiblement proche de leur obédience idéologique, c'est-à-dire le communisme. Et dans le même temps, les Américains qui quittent le Sud cèdent le pouvoir à un gouvernement prétendu démocratique dirigé par Syngman Rhee. Au nord, c'est Kim Il-sung, vous avez peut-être déjà entendu ce nom-là. Kim Il-sung qui devient le premier président de la Corée du Nord et Syngman Rhee prend le pouvoir en Corée du Sud. Les deux systèmes qui se font face donc sont deux systèmes antagonistes, un peu comme ça s'est passé en Allemagne, Allemagne de l'Est communiste, Allemagne de l'Ouest capitaliste. L'antagonisme qui se fait jour donc sur ce territoire donne lieu à une opposition telle que le président nord-coréen en 1950 annonce son intention de réunifier les deux Corées, parce que, un peu comme ça avait commencé à s'observer en Allemagne ou au Vietnam, il y avait une envie des peuples de se réunifier au-delà même de l'antagonisme idéologique. Mais, de point de vue politique, les deux camps également voulaient cette réunification, mais sous l'égide, sous la bannière de leur propre idéologie. C'est ainsi que Kim Il-sung menace d'envahir la Corée du Sud si jamais les Sud-Coréens ne prennent pas la décision, ne font pas, ou du moins n'ont pas l'intelligence de venir carrément, personnellement, je dirais, aller à Canossa, accepter cette réunification. Donc, la Corée du Nord lance une opération militaire après les menaces auxquelles pas grand monde ne croit réellement. La Corée du Nord lance une attaque militaire sur la Corée du Sud. C'était en 1950 et conquiert même pratiquement les deux tiers, les trois quarts ou carrément les 4/5 du territoire sud-coréen. La Corée du Sud demande l'intervention des Nations Unies. Les États-Unis d'Amérique qui avait donc véritablement la main sur le Conseil de sécurité, initie l'action militaire, l'action de sécurité collective, comme on l'appelle en français diplomatique, en français des Nations Unies. Et cette action de sécurité collective permet aux Sud-Coréens de se débarrasser des Nord-Coréens. Et puis la guerre s'achève finalement en 1953 avec pratiquement plus d'1 million de morts. Et s'achève sur un statu quo, c'est-à-dire un armistice est signé à Panmunjom en 1953. Et quand on dit armistice, ça veut dire que les deux parties arrêtent les hostilités. Et depuis 1953,
les hostilités se sont arrêtées, mais la Corée du Sud est restée sous le giron capitaliste. L'armée américaine est même présente sur place avec plus de 50 000 hommes. Et de nombreux destroyers et même un porte-avions américain croisent dans les eaux sud-coréennes pour protéger la Corée du Sud contre une éventuelle attaque de la Corée du Nord, surarmée, surpuissante, qui, sur le plan en tout cas militaire, n'a jamais renoncé à reconquérir la Corée du Sud. Donc, le différend militaire, le différend qui se pose entre les deux armées, entre les deux pays, surtout entre les États-Unis d'Amérique et la Corée du Nord, procède de cette histoire-là, histoire au cours de laquelle la Corée du Nord communiste a combattu directement les soldats de la Corée du Sud et qui avait le soutien donc de cette puissante armée américaine. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, l'armée américaine est toujours présente en Corée du Sud. Les navires américains sont là en Corée du Sud et entendent continuer à protéger l'armée, le territoire sud-coréen. La Corée du Nord voit cela d'un très mauvais œil et c'est cela qui explique que de temps en temps, des provocations sont effectuées pour rappeler à la Corée du Sud et aux États-Unis d'Amérique que l'état de guerre est toujours permanent. Et le tir de missiles qui vient d'avoir lieu n'est pas le premier du genre, on le sait très bien. Pour quelles raisons la Corée du Nord maintient-elle sa pression militaire sur d'abord son voisin du Sud et sur les alliés des Américains et Japonais notamment? Alors, la Corée du Nord maintient cette pression militaire pour pouvoir compter dans les relations internationales. Vous savez, depuis la fin des années 80, le communisme qui est son système politique, le communisme stalinien, le communisme tout court a échoué. Les États-Unis ont emporté le conflit de la guerre froide, la confrontation bipolaire entre eux et l'Union soviétique. On sait très bien que l'Union soviétique a éclaté en 1991. De nombreux États ont recouvré leur indépendance et ont changé de système. La Russie même, qui est le pays qui est au cœur du système communiste, la Russie est devenue un pays capitaliste, plus ou moins démocratique. On connaît les pratiques mises en place par le président Vladimir Poutine à l'heure actuelle. En tout cas, il reste aujourd'hui 4 pays communistes dans le monde, dont seulement que je peux citer, la Corée du Nord dont je parle. Il y a le Vietnam, il y a la Chine, il y a Cuba. Ce sont les 4 derniers pays communistes et on sait très bien que le Vietnam et la Chine ont adopté déjà le système capitaliste, même s'ils ne le disent pas de façon officielle. Le système économique est capitaliste en Chine et au Vietnam aujourd'hui. Cuba est en train de tanguer avec les relations qui se sont adoucies entre-temps avec les États-Unis d'Amérique dirigés par Barack Obama. Cuba a donné des gages d'ouverture, mais le pays qui est le plus obstinément et le plus définitivement communiste, en tout cas le seul qui le demeure de façon rigoureuse et radicale aujourd'hui, c'est la Corée du Nord, un pays qui est fermé sur lui-même et qui donc veut maintenir cette idéologie, raison pour laquelle ce pays a besoin d'exister dans les relations internationales. Et pour exister dans les relations internationales, ce n'est pas un pays qui dispose de moyens économiques importants, ce n'est pas un pays qui a une capacité d'influencer les relations économiques autrement que par la force militaire. Et c'est pour cette raison-là que la Corée du Nord, de temps en temps, provoque pour rappeler à ses voisins qu'elle est en mesure de déclencher un conflit armé important. Les deux pays sont des pays qui sont très peuplés. En cas de guerre entre les deux Corées aujourd'hui, on va compter certainement des millions de victimes, d'autant plus que depuis quelques années maintenant, depuis la fin des années 2000, on sait que la Corée du Nord a la bombe atomique. Elle a mis en place, elle a réussi à mettre donc sur pied un arsenal nucléaire que l'on estime entre une dizaine et une vingtaine de têtes nucléaires. Les tirs de missiles balistiques intercontinentaux, quelle différence avec les autres missiles lancés auparavant et à quel niveau se trouve réellement la menace? Alors oui, justement, aujourd'hui, effectivement, on parle d'un tir de missile balistique intercontinental et d'ailleurs le nom intercontinental révèle un peu quelle est la capacité de ce nouveau type de missile que les les Nord-Coréens ont réussi cette fois-ci à lancer. Ce missile a volé pendant plus de 40 minutes, ce qui lui permet, contrairement à tout ce qui avait été fait jusque-là, d'atteindre le territoire américain, c'est-à-dire que depuis Pyongyang, il suffit d'appuyer sur un bouton
et le missile balistique qui porterait éventuellement une charge nucléaire pourrait atteindre le territoire des États-Unis d'Amérique. En réalité, les États-Unis d'Amérique sont menacés, même si le territoire américain n'était pas susceptible d'être atteint. Les États-Unis d'Amérique sont déjà menacés parce qu'il y a plus de 50 000 soldats américains qui se trouvent en Corée du Sud. Donc, en cas d'attaque, ces soldats-là sont en danger. Il y a également plus de 50 000 soldats américains qui se trouvent au Japon, qui sont également, sur la base d'Okinawa, qui sont également menacés par une attaque éventuelle de la part de la Corée du Nord. Et on voit sur cette carte-là qu'il y a des portées différentes selon les missiles. Les missiles Scud peuvent aller jusqu'à 300 km, les missiles Scud-C peuvent aller jusqu'à 500 km. Aujourd'hui, on parle de 10 000 km pour les missiles intercontinentaux qui ont été lancés par le missile intercontinental testé par les Nord-Coréens au cours de cette semaine. C'est le signe que la menace, vous avez demandé où elle se situe, la menace est désormais actée. La menace, elle est là, elle est réelle. Il ne s'agit plus seulement de frapper les voisins, de frapper éventuellement le Japon, de frapper la Corée du Sud pour montrer aux Américains que la Corée du Nord est devenue extrêmement puissante. C'est que le territoire même des États-Unis d'Amérique peut être touché aujourd'hui s'il est confirmé que le missile qui a été lancé est véritablement un missile intercontinental, et ça c'est très important. Les États-Unis d'Amérique ont adopté durant les années antérieures une poursuite plutôt pacifique que Donald Trump, l'actuel président, l'actuel locataire de la Maison Blanche, compte changer. Mais sa réaction hier est restée très mesurée. Comment l'expliquez-vous? Oui, d'abord, première chose, il faut déjà commencer à expliquer la réaction, l'attitude pacifiste adoptée par le président ou du moins les différents gouvernements américains depuis ces dernières années à l'égard du régime nord-coréen. La raison en est simple. Depuis la fin des années 2000, je crois que c'était en 2009, la preuve a été faite de façon définitive que la Corée du Nord a mis en place un arsenal nucléaire. Et le pays qui possède la bombe nucléaire, c'est un pays qu'il faut craindre, qu'il faut respecter. Parce que la bombe nucléaire, elle a une capacité de destruction qui est très massive, qui, à l'occasion d'une simple explosion, peut raser des dizaines de milliers de vies. On se souvient, les premières bombes atomiques, les seules utilisées d'ailleurs, celle de Hiroshima sur le Japon a fait environ 60 000 morts dès son explosion. Celle de Nagasaki a fait environ 40 000 morts dès son explosion, et on compte au total le nombre de personnes touchées par ces deux explosions à 300 000 victimes immédiates ou qui sont décédées par la suite. 300 000 personnes sont décédées. C'était en 1945, à une époque où la bombe était encore rustique et n'avait pas encore été améliorée au point où les bombes atomiques ont été améliorées. Il paraît qu'aujourd'hui, les bombes atomiques ont atteint plus de 1000 fois la puissance des bombes de cette époque de 1945. Donc vous pouvez déjà imaginer que si les Nord-Coréens ont la capacité d'utiliser cette arme nucléaire, c'est une menace sur le monde entier. Et d'autant mieux que le régime nord-coréen est un régime fantasque. Tous les dirigeants qui se sont succédés à la tête de ce pays ont montré régulièrement des signes d'instabilité. On ne sait pas exactement ce que le régime fera. Soudain, on voit un rapprochement avec le voisin sud-coréen qui est un frère et on se dit la réconciliation est en marche. Les familles qui ont été séparées par le mur depuis 1953 sont parfois autorisées à se rencontrer. Et puis, soudain, le gouvernement nord-coréen lance des missiles dans la mer continentale sud-coréenne ou bien attaque des navires militaires sud-coréens ou tire sur des installations militaires pour montrer quand même qu'il n'y a pas encore une situation de paix entre les deux pays. Et voilà donc des raisons pour lesquelles on se dit celui qui détient une arme pareille dont on ne peut pas toujours prévoir la réaction, il vaut mieux le tenir, le caresser dans le sens du poil, le tenir tranquille. Et c'est cette raison qui a sans doute motivé notamment le président américain Barack Obama à l'époque à rester mesuré dans son attitude vis-à-vis de la Corée du Nord. Aujourd'hui, Donald Trump
est resté lui également un peu mesuré, mais c'est parce que je pense que Donald Trump a besoin sur le coup de se faire conseiller par certains de ses alliés, et un sommet du G20 s'ouvre ce jour même, et je pense qu'à l'issue de ce sommet, la position de Donald Trump va apparaître de façon plus claire. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, il avait déjà annoncé que toutes les options sont sur la table, mais je pense que pour vaincre la Corée du Nord, il sera nécessaire, ce qui est inenvisageable, de lancer plusieurs bombes atomiques en même temps sur le pays, ce qui serait provoquerait la mort de plusieurs dizaines de millions de personnes, une extermination, et ça, c'est inenvisageable pour n'importe quelle armée dans le monde. Et chose curieuse, la Chine et la Russie estiment que le tir de missile effectué cette semaine n'est pas aussi grave que l'estiment les Américains. Comment expliquez-vous ce soutien à la Corée du Nord? Quelle relation ce pays tisse avec la Russie et la Chine? Bon, la Russie d'abord estime que la Corée du Nord est, je dirais, son enfant. A été conçu sur son idéologie communiste, et tout ce qui, dans les relations internationales, s'oppose aux Américains, je crois, plaît d'office aux Russes, plaît d'office aux Chinois, qui déjà au Conseil de sécurité, par exemple, comme l'a dit un expert que j'ai entendu il y a quelques années, décide d'abord de s'opposer à toute résolution envisagée ou initiée par les États-Unis ou la France, en tout cas par les Occidentaux, avant de réfléchir à savoir si cette opposition est une opposition raisonnable ou bien si c'est une opposition de forme. Les Russes, donc, ont des intérêts important avec la Corée du Nord. C'est d'abord, donc comme je l'ai dit, c'est comme un filleul qu'ils se doivent de protéger. Mais mieux encore, la Chine est voisine directe de la Corée du Nord. La Chine est un pays communiste, même si du point de vue économique, le communisme en Chine est déjà un vieux souvenir. La Chine ne peut pas se permettre de laisser un allié comme la Corée du Nord se faire écraser par les États-Unis, en ayant ainsi à ses frontières un État qui serait un adversaire, qui serait un rival. L'idéologie qui consiste à mettre autour du territoire un glacier protecteur dont j'ai parlé il y a quelques semaines par rapport à l'Union soviétique, cette idéologie, elle est valable également pour la Chine, et c'est pour cette raison que autant la Chine que la Russie et quelques autres pays comme Cuba soutiendraient de façon plus ou moins naturelle la Corée du Nord dans cet agissement. Il n'en demeure pas moins que la Corée du Nord a été condamnée pour de ressentir de missiles dans la mer continentale du Japon, dans de récents essais nucléaires. La Chine a condamné le tir de missiles balistiques intercontinental, de même que la Russie, mais ces deux pays ont dit qu'il ne s'agit pas d'un missile intercontinental pour pouvoir convaincre, je vais dire, les Américains que la menace n'est pas aussi grave et que la réaction américaine ne soit pas celle d'un État qui lance des hostilités militaires, parce que ce risque-là n'est pas exclu avec un président comme Donald Trump, lui aussi un peu fantasque, dont on ne peut pas toujours prévoir les réactions. Vous avez oublié de dire qu'il a tweeté juste après le lancement de ce missile. Oui, il a tweeté, son tweet est un tweet un peu qui condamne sans être méchant le tir de missile antibalistique, de missile intercontinental de la Corée du Nord. Il estime que ce président-là, il n'a rien à faire, il se demande pourquoi ce président n'a rien d'autre à faire que de provoquer les États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas encore cela, la réaction qu'on attend de Donald Trump, quand surtout quand on qualifie l'opération de cadeau pour les salauds américains. Voilà, c'est pour cela que je dis, la véritable réaction est attendue aujourd'hui, sans doute en marge du sommet du G20 auquel il va participer et au cours duquel il va consulter ses alliés principaux, la France, la Grande-Bretagne et les autres, par rapport à ce qui se passe dans la péninsule coréenne. Et quelles sanctions la communauté internationale peut-elle prendre aujourd'hui à l'encontre de la Corée du Nord? Vous savez, on dirait que les sanctions, il y en a déjà, il y en a tellement. Les sanctions sont surtout économiques, gel d'avoirs, interdiction de voyage, etc. Ce sont ces sanctions-là, c'est justement pour minimiser ces sanctions, pour réduire ces sanctions, que la Corée du Nord provoque de plus en plus. Et après chaque provocation, des négociations sont
initié, la Russie et la Chine se mettent en position de médiateur et la Corée du Nord pose ses exigences. Nous voulons de l'aide humanitaire, nous voulons du maïs, nous voulons du blé, nous voulons ceci, nous voulons cela. Et donc, les pays comme le Japon et consorts envoient cette aide humanitaire en espérant que pendant quelques semaines, pendant quelques mois, la Corée du Nord va cesser ces provocations. Généralement, ça marche. Mais je crois que l'arrivée au pouvoir de Donald Trump et les propos va-t-en-guerre que lui aussi il a tenus vis-à-vis de la Corée du Nord, qu'il envisage éradiquer en tant que menace, non pas en tant que pays, mais en tant que menace par rapport aux États-Unis, ces propos-là ont convaincu le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, que vous avez vu à l'écran, très jeune, à peine la trentaine, n'a même pas encore la trentaine, l'ont convaincu de se préparer du mieux possible pour être prêt à toutes les éventualités. Et quand on dispose de l'arme nucléaire, le principe de l'arme nucléaire, c'est d'être en mesure de riposter quand on est attaqué. Je pense que la Corée du Nord est déjà dans cette perspective-là, dans cette disposition militaire aujourd'hui. Quand on regarde l'image, il ressemble vraiment à un homme de guerre. Il est prêt à tout. Oui, c'est un... Je sais pas, la coiffure. Oui, bon, vous savez, je ne vais pas raconter tout ce que ce bonhomme, il a commis depuis qu'il est au pouvoir. Il a éliminé, dès qu'il est arrivé, tous ceux qui ont collaboré de près avec son père. Il n'est pas arrivé au pouvoir en éliminant son père. Certes, son père est décédé, Kim Jong-il est décédé, il lui a succédé. Lui, les petits-fils de Kim Il-sung dont je vous ai parlé, c'est une dynastie dictatoriale qui est au pouvoir. Lui, son objectif, c'est d'asseoir, dès qu'il est arrivé, d'asseoir son autorité. Et il avait un oncle qui était le chef d'état-major de l'armée. La façon dont il l'a éliminé est tellement atroce qu'il vaut mieux ne pas en parler parce qu'il y a des enfants et des jeunes qui nous regardent encore à la télé. Et dans des conditions également, le groupe, un de ses frères décédé. Oui, oui. Je me rappelle plus du pays, mais bon. Un de ses frères qui aurait pu être l'héritier voilà. du pouvoir et qui contestait déjà justement son régime, mais qui n'était même pas au pays, qui était en Malaisie, si je ne m'abuse. Il a été empoisonné par deux femmes qui se sont approchées de lui, qui lui ont jeté une poudre au visage, une poudre qui contenait un très puissant poison. Son frère n'y a pas survécu et c'est ainsi que, comme les dictateurs de son genre éliminent leurs adversaires politiques un peu partout dans le monde, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. On l'a déjà vu, on a vu des opposants politiques rwandais être assassinés en Afrique du Sud. Merci à vous, James William Gbagidi. On abordait le thème Corée du Nord, tir de missiles balistiques intercontinental. La menace se rapproche des États-Unis d'Amérique dans le programme Les Clés du Monde.